from 109. Pascal, the three, good! All-star. Swatted by Boucher. Chris soaring in, finger roll. Little French pastry right there. Gotta love it. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce Dino Talk, l'hebdo des Raptors. Bonne fin d'année 2023 ou bonne année 2024 pour ceux qui y sont déjà, puisqu'on enregistre ce podcast au dernier jour de l'année 2023, au lendemain d'une rencontre historique pour les Raptors, malheureusement qui sera dans les livres d'histoire, mais pas pour la bonne raison. Toronto qui vient de perdre contre Détroit, qui n'avait plus gagné depuis le mois d'octobre, une série de 28 défaites qui a pris fin. Mais ça, on pouvait s'en douter, ça faisait un moment qu'on le disait, on le disait un peu ironiquement en espérant chasser le mauvais sort, mais les Raptors ont bien perdu contre Détroit sur le score de 129-127. C'est l'épisode 8 de ce Dino Talk, l'hebdo des Raptors. Il n'y en a pas eu la semaine dernière, donc c'est plus du tout synchronisé. On n'est pas à épisode 8, semaine 8. On va revenir aujourd'hui sur les semaines 9 et 10 des Raptors, les deux dernières semaines du mois de décembre que les Raptors ont terminé sur un bilan de 2 victoires pour 5 défaites. Il y a eu 7 matchs au total. Les Raptors, on va revenir rapidement dessus parce que j'ai pas envie de m'éterniser en fait vraiment sur les résultats ou analyser les matchs parce que en réalité, depuis la dernière fois où on s'est vu avec Alex et la dernière fois où j'ai fait le podcast en solo, après la défaite contre Atlanta 125-104, ça n'a pas été bien mieux pour les Raptors qui ont battu seulement Charlotte 114-99 et Washington 132-102. Mais au-delà de ça, c'est des défaites contre Denver et Philadelphie qu'on pourrait qualifier d'encourageantes. Allez, on pourrait dire ça. Une défaite contre Utah alors que les Raptors menaient largement et qui se sont totalement écroulés dans le quatrième quart-temps. Une autre défaite qu'on pourrait dire encourageante puisqu'ils ont failli gagner à Boston. Et cette humiliation contre Détroit, 129-127, 129 points encaissés. La défense des Raptors qui est à l'agonie totale. Pour en parler aujourd'hui, parce que je ne les ai pas encore, introduits, on a deux personnes. Allez, on va faire en grand pour terminer l'année. Alex de Raptors France, Dino Talk. Salut à toi, Alex. Salut Mike, salut tout le monde. Et un deuxième invité qui nous avait déjà fait le plaisir de faire un hebdo cette saison et qui est de retour, c'est Julien de dinotalk.com aussi. Salut à toi, Julien. Salut à tous, bonne année pour Bonne année 2024. à toi et bonne année à tous les auditeurs. On espère que ça va être mieux. On va revenir rapidement là-dessus parce que en fait, il y a d'autres choses. J'en ai même pas parlé, mais les Raptors qui ont effectué un trade juste avant le match contre Détroit, mais on va y revenir. Je voudrais qu'on parle rapidement. Comme ça, après, on pourra mettre 2023 derrière nous et on parlera de ce qu'on peut espérer pour 2024 avec ce trade. Mais j'aimerais qu'on parle rapidement de cette fin d'année qui se termine très mal pour les Raptors qui ont désormais un bilan de 12-20, 12e de la conférence Est. Il y a 2 semaines, on était encore en 10-15. On espérait une petite série pour cette superbe pizza party promise par Darko Rajakovic en cas de 3 victoires de suite. Bah, finalement, les 3 victoires de suite, on les attend toujours. Alex, le bilan de cette fin d'année, là, c'est pas joyeux. Non, c'est pas joyeux et en fait, c'est tellement peu joyeux qu'on a du mal à être optimiste pour 2024. On va pas trop voir la vie en noir, mais c'est vrai s'il y avait des raisons d'être optimiste avant le début de la saison, avec l'arrivée d'un nouveau coach, une nouvelle dynamique, un rookie avec un nom qui fait rire et souriant et qui a l'air d'embrasser la culture de Toronto. Bon, bah, force est de constater que quelques mois plus tard, on s'est dit, mais en fait, est-ce qu'on a avancé vraiment depuis la fin de la saison dernière? Donc, j'ai presque envie de dire que heureusement qu'il y a eu ce trade avant le réveillon en mode cadeau de Noël un petit peu tardif, parce que sinon, c'était vraiment très compliqué. Ouais, tout à fait. Julien, quels sont un peu les constats que tu fais sur le jeu des Raptors? Je l'ai dit, hein, défensivement, je crois que c'est du jamais vu, en fait.
Je suis les Raptors. Bon, j'ai eu la chance de commencer à les suivre en 2018-2019, donc forcément, ils étaient au meilleur de leur forme, mais je ne sais pas jusqu'où il faut remonter pour voir une équipe des Raptors si faible défensivement. Et puis en attaque, bah, c'est bien gentil, ça partage la balle, ça fait des passes décisives, mais ça reste compliqué aussi. Donc, quel est un peu ton état des lieux à la fin de cette année 2023? Compliqué, je pense que c'est le mot. On sait pas trop où on va, on sait pas on n'est pas sur, on sait pas on est sur quelle timeline, on sait pas si on est en mode si on veut essayer de gagner maintenant, si on est dans le développement des jeunes ou d'un collectif. Pour le moment, on va pas trop quelque part, donc c'est ce qui est compliqué. On se perd un petit peu. On n'a pas un coach qui au final impose vraiment une direction claire et je pense que c'est là-dessus où on est un peu perdu en tant que fan et voilà. Bah, en fait, tu as raison et je pense que Alex l'a déjà souligné à de nombreuses reprises dans ce podcast et je pense qu'il va encore remettre une couche. Mais en fait, on a vraiment l'impression que le manque de direction claire fait que, en fait, il y a pas de cohésion dans cette équipe. Et Alex, si tu veux revenir sur les déclarations encore hier après le match contre les Pistons, c'est Schroeder qui dit que bah, visiblement les joueurs ne tirent pas tous dans le même sens, que bah, la cohésion collective n'est pas là, mais ça, je pense qu'il n'y a même pas besoin qu'un joueur nous le dise. C'est totalement visible. Et peut-être que maintenant que la direction s'est décidée à transférer les joueurs qui sont en fin de contrat, on va peut-être enfin avoir des joueurs qui ont tous le même objectif en tête, mais clairement, on voit que y a pas de cohésion et il n'y a pas de direction pour l'instant. Oui, alors après, bon, par où commencer? Par les déclarations hier de Dennis Schroeder, par exemple, moi, elles m'ont fait plaisir, dans le sens où enfin, on a quelqu'un qui assume ce que tout le monde voit depuis des semaines, c'est-à-dire que cette équipe ne va pas bien, qu'il y a quelque chose d'humain, de mental, en fait, qui ne va pas, et que le changement de coach n'a pas réglé le problème. Donc au moins là, on a quelqu'un qui arrive. Et puis bah voilà, Schröder n'était pas là l'année dernière aussi, donc il y a un côté, j'arrive là, il a de l'expérience, il sort d'une grosse Coupe du Monde. Et je comprends que ça puisse le saouler aussi, même si je pense qu'il a sa part aussi de responsabilité dans la situation. Encore une fois, c'est pas facile d'arriver dans un groupe où déjà ça va mal. Je leur souhaite déjà bon courage à Emmanuel Quickley et à R.J. Barrett, dont on parlera tout à l'heure. Mais au moins, il a eu le courage et l'honnêteté de le dire clairement, sans désigner personne évidemment, mais de le dire clairement aux médias. Donc ça, moi, j'ai apprécié. Ensuite, ben oui, mais j'ai envie de te dire que le problème, il est à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que les joueurs, on ne sait pas trop ce que eux veulent, même si bon, on a compris aujourd'hui avec le trade qu'a priori OG Anunoby était déjà loin de Toronto dans sa tête. Donc ça déjà, c'est une bonne chose, entre guillemets, d'avoir tourné la page. Mais ensuite, en fait, que ce soit les joueurs, que ce soit le coach, que ce soit le management, on avait l'impression, en tout cas avant ce trade hier, de ne pas trop savoir ce qu'on fait, dans quelle direction on va et comment on fait pour essayer d'améliorer la situation. Quel est le projet, ne serait-ce qu'à court terme? C'est-à-dire qu'on avait 3 joueurs de notre top 6 qui sont libres de signer où ils veulent cet été. Donc c'est très perturbant, je comprends, pour un groupe. Il y en a déjà un de moins, même si Emmanuel Quickley est agent libre restreint cet été. Ben, j'espère qu'on n'ira pas jusqu'à devoir matcher une autre offre et qu'on arrivera à se mettre d'accord sur un contrat, mais ça c'est autre chose. Donc on a fait un pas dans une direction. Je ne sais pas si c'est la bonne, ça l'avenir nous le dira, mais au moins il y a un choix qui a été fait relativement tôt. Je lisais, je crois, c'est Josh Lowenberg qui disait que ce qu'on pouvait noter du fait de la timeline de ce trade, le fait qu'elle arrive fin décembre et pas quelques jours avant la deadline, c'est qu'au moins ça laisse le temps de voir un peu venir et déjà de voir ce qui se passe en l'état et ensuite d'aviser, OK, le trade de Giannunobi, c'était la première étape. On a vu tel résultat. Maintenant, le deuxième pas, c'est celui-là. Ça permet de ne pas tout faire en même temps, de ne pas trop se précipiter et d'avoir quelques semaines pour pouvoir tirer déjà quelques premières conclusions. Donc, c'est une bonne chose à mon avis. Maintenant, il ne faut pas que ça s'arrête là. Il y a beaucoup trop de travail à différents étages pour régler, commencer à avoir une potentielle éclaircie avec ce groupe. La grosse question qui va suivre, Julien, elle est pour toi. C'est peut-être trop tôt encore, mais on a quand même des signes qui sont inquiétants. Est-ce que pour toi,
Darko Rajakovic est l'homme de la situation en Raptors. C'est tôt encore, faut voir avec les trades ce qu'il va pouvoir mettre en place. Déjà, on a vu, il a changé de 5, il y a eu quelque chose qui a été fait. On navigue pas complètement à vue, il a changé le 5 il y a 3 matchs. Bon, maintenant, on lui rechange encore les joueurs, donc c'est pour ça que je pense qu'il faut se laisser un petit peu de temps. Après, on voit qu'il a du mal, le groupe a pas l'air cadré. La défaite contre le Jazz, pour moi, elle était symptomatique de quelque chose. On n'avait pas de direction claire, ça allait un peu dans tous les sens. Contre les Celtics, c'était plus tôt, mais on a l'impression, et c'est symptomatique des Raptors depuis pas mal d'années en fait, les joueurs sont incapables d'être constants sur 4 cartons. Et ça, je sais pas si c'est nécessairement le coach qui est responsable de tout ça. Il y a quand même un problème mental dans cette équipe. Il y a un problème de constance. Donc, je sais pas si rechanger le coach, là, tout de suite, ce serait une bonne chose. Non, je pense pas non plus, il faut lui laisser du temps, mais il y a quand même des signes qui sont très inquiétants pour moi. Déjà, la première chose, et je le disais, c'est je comprends pas où il va défensivement, parce qu'en début d'année, il avait clairement dit, moi, je suis plus conservateur, on va moins switcher, on va utiliser de la zone, du switch et tout ça par Simoni, ce sera des ajustements. Et en fait, je vois. En fait, j'ai l'impression que ça a tenu 10 matchs. Et en fait, depuis, je trouve que c'est du grand n'importe quoi dans le sens où, en fait, il tente des trucs, mais qui sont à l'opposé de ce qu'il disait et qui ne fonctionnent pas du tout. Euh, et le match contre Boston, typiquement, il a dit on switch pas pendant toute la première mi-temps, surtout. Paul Tull switch sur les ailiers ou sur les arrières et il se fait punir, mais à chaque fois. Et quand il a la chance d'empêcher le tir, comme il y a eu switch, tu as leur grand là, dont j'ai même Cornet, qui prend le Cornet. rebond offensif sur nos ailiers ou nos arrières qui ne savent pas ce que c'est un box-out. Ça rend fou depuis toujours. Le seul qui sait box-out dans cette équipe, c'est Paul Tull. On se fait punir là-dessus. Ok, super. Donc, deuxième mi-temps, je trouve il fait les ajustements. Mais il y a encore cette histoire de mettre ton meneur sur un joueur plus grand. Et on l'avait payé. Contre Boston, en fait, Boston montre toutes nos faiblesses défensives. Parce que je me rappelle le premier match contre Boston, on avait fait ça avec Schroeder déjà, sur Porzingis. Porzingis, il s'était même pas rendu compte qu'il avait un défenseur sur lui. Il se retournait sur Schroeder et il shootait sur sa tête, tranquille. Là, on est dans le money time, on est dans le match et Schroeder défend Jalen Brown. Et forcément, Jalen Brown, il prend le dessus sur lui à plusieurs reprises. Et pour moi, tu perds le match sur ce genre de truc. Et je comprends pas pourquoi, en fait, il reste pas fidèle à ses principes. En fait, j'ai l'impression qui fait des trucs pour dire de faire des trucs, genre regardez, ouais, j'essaye de m'adapter, mais en fait, c'est pas du tout les bonnes choses. Alors, on a eu la chance pendant 5 ans d'avoir, malgré tout, il faut pas les cracher dessus, un génie défensif. Nick Nurse tentait des choses, Nick Nurse ciblait les meilleurs attaquants, il faisait en sorte, alors oui, après, on se faisait punir par des role players, mais à la limite, je préfère ça. Et il est allé trop loin dans ses idées de faire des aides et tout. Mais je pense que c'est aussi par rapport à l'effectif qu'il avait, parce qu'on le voit, Nick Nurse avec un vrai effectif, ce qu'il est en train de faire avec Philadelphie. Et puis on voit avec Darko qui essaie d'utiliser le banc tant bien que mal, mais au final le banc est ridicule, comme encore hier contre Détroit. Alors on va me dire oui, mais il y a eu un trade, on a perdu 3 joueurs. Mais désolé, c'est les joueurs qu'il a utilisés sur le match précédent contre Boston qui ont joué contre Détroit, à part Tadeusz Young. Mais moi, j'ai quand même des inquiétudes. Et puis, faut dire aussi que ces interventions médiatiques sont très souvent lunaires. Elles font beaucoup parler, mais pas dans le bon sens, hein. On parle de Toronto cette année, mais plus pour du genre, oh, j'ai pas Curry sur mon banc que pour les bonnes choses. Donc, je suis pas fan. Non, mais tu l'as dit, de toute façon, déjà cet effectif est limité, on le sait, on le savait déjà avant le début de la saison. Mais à un moment donné, quand l'image marquante de ton banc, c'est les costumes que porte Garrett Temple, ça veut tout dire. Je suis désolé, mais ça veut tout dire. J'aime bien, j'ai absolument rien contre ces joueurs-là, mais ils ne sont pas capables de contribuer en NBA. Je suis désolé, mais pour moi, Tadeusz Young, c'est un bout de banc. Il doit vraiment voir le parquet qu'en cas d'extrême urgence, quoi.
Et pareil pour Malakai Flynn qui de toute façon est parti. Mais où est-ce qu'on va avec Greg Didick aussi? Là, dans un match comme hier, est-ce que c'était pas le moment de lui donner des minutes, par exemple? Typiquement, et on l'a pas vu. Je sais pas. Je suis d'accord sur le fait que c'est pas le moment de changer le coach. Il faut lui laisser un petit peu plus de temps. Et de toute façon, ben oui, effectivement, quand on lui donne un groupe où les joueurs principaux commencent à regarder ailleurs, c'est très compliqué, surtout pour un coach rookie. Mais au-delà de sa capacité à faire tourner une équipe, j'ai peur que son caractère et son attitude ne lui permettent pas de réussir, en fait. Il a pas l'air d'avoir de poigne, sans forcément être un dictateur, mais avoir cette présence, ce charisme. On a vu la vidéo hier tourner au moment après un temps mort, tu sais, les joueurs qui se rassemblent, 1, 2, 3, win, et puis bah, en fait, il est juste sur le côté, il serait pas là, ce serait pareil. On a l'impression que c'est Garrett Temple le coach, quoi. Et ça, je pense que c'est un vrai problème. On voit bien que de toute façon, dans toutes les équipes qui gagnent, il y a un coach qui est là derrière. On peut dire ce qu'on veut de Doc Rivers, de Brett Brown, mais au moins on savait qui c'était le coach, on savait ce qui se passait, on savait pourquoi, on savait que en conférence de presse il allait se passer quelque chose. Là, Darko, la dernière conférence de presse d'hier après le match contre Détroit, dans son regard, on a l'impression qu'il a peur de chaque question. Ça ne doit pas être facile, je ne dis pas le contraire, mais vu l'état dans lequel est l'équipe aujourd'hui, ben, ça aide pas quand ton coach est fragile et tremble à chaque intervention des journalistes. Ouais, moi surtout, ce que je trouve, c'est que malgré les défaites, il est positif tout le temps. On dirait on est. Alors là, si on doit savoir dans quelle direction les Raptors y vont, en écoutant Darko, pour moi, on est en développement et vraiment pas dans l'optique de gagner parce que après chaque match, oh yeah, he had a great game, great game, great game. Oh, it was good. Ok, mais à la fin de la journée, comme dirait Schroeder qui hier disait at the end of the day toutes les phrases, c'était assez drôle, mais on est obligé de trouver des trucs pour rire avec ces Raptors. Mais moi, je trouve que on n'est pas, on n'a pas de le sense of urgency, comme ils disent en anglais. On le retrouve pas dans le discours du coach, en fait. Donc, c'est sûr que les joueurs, bah, je sais pas, ils vont pas être poussés à être dans l'urgence, en fait. On a l'impression que, bon, bah, on se développe, on continue, on apprend le système. Je sais pas quand c'est qu'ils vont finalement le connaître, ce système, même si en plus j'ai l'impression que la plupart du temps, il s'en éloigne parce qu'il s'est rendu compte que ses meilleures armes, c'est Siakam et Barnes quand ils ont des mismatchs, en fait. Donc, en fait, il revient un petit peu à ce que Nick Nurse faisait. Et au final, autant on peut sentir la patte d'Arco sur peut-être collectivement le fait qu'il y ait plus de passes décisives, mais pour moi, ça s'arrête là en fait. Il est un peu gentil avec tout le monde. Oui, c'est cool, il a redonné le sourire à Malakai parce que Malakai est moche quand il sourit pas. Ok, est-ce que c'est ça qui fait de lui un meilleur joueur? Bah, on comprend pas trop en fait. Et il y a plein de déclarations qui sont un peu des dingueries comme ça. Et au final, moi, je sais Mais pas. il n'est pas aidé non plus parce que c'est qui son relais auprès des joueurs? C'est qui le leader vocal qui était Kyle Lowry, qui était Bah, c'est dans une ça. moindre mesure Fred VanVleet l'année dernière? C'est qui dans ce groupe? Il est Bah, où c'est Pascal Siakam dans ces moments-là? Bah, c'est Il est ça où parce Pascal Siakam pour nous dire, les gars, moi, Toronto, on est champion en 2019, on avait un groupe de ouf, je veux revivre ça. Ici, on a un public de malades, on est la seule équipe du Canada, c'est nous contre le reste du monde. Il faut qu'on y aille, qu'on se tabasse. Il y a un problème, on fait comment pour le régler? Siakam, il n'est pas là, je suis désolé, il est encore très bon hier sur le terrain, c'est lui qui sonne la révolte et c'était probablement le seul hier qui, au moins dans son attitude et dans son énergie, n'avait clairement pas envie de perdre ce match. Mais à part ça, bah, c'est trop tard et puis il est trop seul et c'est trop compliqué. Scotty Barnes, hier, il est invisible. clairement, mais Il Moi, fronce les justement, sourcils et il flex à 30 secondes de la fin quand il y a -8. Bah ouais, mais c'est trop tard. Le match, il a commencé il y a deux non, heures. est-ce que clairement, c'est pas à Barnes aussi de récupérer le leadership là? Oui, On en revient au aussi. problème de timeline en fait. Le sens de l'urgence, tu vois, je le comprenais, mais en fait, est-ce qu'il y a urgence dans cette équipe? il n'y a pas d'urgence, t'as raison. Il n'y a pas d'urgence. Pour Siakam, Poeltl, tout ça, oui, mais si on est sur du Barnes, l'urgence, elle est pas là. Et donc, on en revient au fait de savoir qu'est-ce qu'on joue cette année. Est-ce qu'on joue réellement les playoffs ou est-ce que c'est l'année 1 du Darko Basketball et qu'on attend un petit peu et qu'on voit ce que ça donne?
Et c'est dans ces moments-là qu'il faut se tourner vers le management, parce que du coup, s'il y a un problème de timeline, à un moment donné, il faut en choisir une. Et pourquoi Pascal Siakam est encore dans cette équipe à l'heure actuelle? Ouais, totalement. Non, ça c'est vrai, ça c'est clair et net de toute façon. Et pour revenir sur le leader, bah, son relais, c'est pas censé être Dennis Schroeder qui. Je voulais revenir en plus là-dessus, tu as raison. C'est bien ce qu'il dit en conférence de presse, mais au bout d'un moment, c'est pas toi le leader, c'est pas toi qui est censé Hmm. remettre les autres dans le droit chemin, plutôt qu'aller les balancer sans dire des noms. Pourquoi? Moi, j'ai l'impression que c'est un leader affirmé par la parole devant les médias, mais que j'ai pas l'impression qu'il fasse les choses en coulisses. Comme tu dis, il n'y a pas de leader. Et le seul problème, c'est que les seuls qui pourraient être leaders, tu l'as bien souligné, Alex, en fait, ils n'ont pas le niveau pour être sur le terrain. Donc, au final, ils sont limités en étant au bord du terrain. C'est des assistants coach, en fait. Et on sait très bien que les assistants coach, ils font pas grand-chose au final dans la motivation et tout ça. C'est à des joueurs sur le terrain d'aller réveiller leurs coéquipiers, comme tu le disais. Moi, je trouve de toute façon que les Raptors ont perdu quelque chose depuis que Laurie est parti. Parce que même Fred VanVleet avait ce rôle de leader, mais je trouve qu'il avait du mal à sonner la révolte et enfin, je retrouve plus ça. Et là, c'est encore pire parce que oui, VanVleet est parti et on a vraiment l'impression que c'est un bateau sans capitaine, quoi. Il y a Ah, et puis c'est personne qui va sonner quoi que ce soit quand, quand, quand l'équipe elle est en totale et en plus, défaillance. tu peux regarder à l'étage du dessous aussi, c'est-à-dire qu'à l'époque où on est champion, la même l'année d'après, effectivement, tu avais un coach qui semblait tenir son groupe. Tu avais Kyle Lowry en relais entre le coaching staff et les joueurs. Mais derrière, tu avais aussi un Serge Ibaka, par exemple. Serge Ibaka, je suis désolé, mais le moindre petit jeune qui traîne un peu la patte à l'entraînement ou qui fait pas l'effort sur un ballon errant, il se prend une patate dans le vestiaire. Et tu vois, ça amène une certaine exigence de l'effort et de l'énergie tous les soirs. Que là, eh ben, on n'a pas du tout, en fait. On n'a pas du tout. Ouais, et un truc qui m'a marqué cette année dans une interview avec, je sais plus c'était qui, je crois que c'était OG. Euh, Tu sais, vous savez, quand il y a eu le problème, enfin le problème, il est toujours là, hein, que les joueurs disaient oui, on communique pas et tout. Et il a été demandé à OG quels sont les joueurs qui communiquaient le plus. Et en fait, quand il a commencé à dire les noms, en fait, il a dit les noms de tous les joueurs de l'équipe 2018-2019. Il a dit Kyle, il a dit Fred, après il a dit, oh, il y avait Marc, il y avait Serge, il y avait Danny C'est Green. ça. Et en fait, tu te rends compte que voilà, en fait, les Raptors ont perdu complètement les communicants de l'équipe, les joueurs qui. Mais c'est vrai que cette équipe, elle était fantastique. En fait, en fait, tu avais des leaders sur quasiment tous les postes. Et c'est vrai que OG, Siakam, c'était des joueurs qui suivaient la voie, mais qui là n'ont pas été en mesure de répliquer ce qu'ils ont connu en fait. Et là, c'est très problématique et je ne sais pas si ça va pouvoir être réglé de manière interne. Je pense qu'il faudrait trouver des joueurs venus de l'extérieur, mais je suis pas sûr qu'avec le trade qu'ils ont fait, ce soit des joueurs avec ce genre de caractère. Donc, ça me paraît compliqué. Quelque chose à ajouter, Julien, parce que là, on a un peu monopolisé la parole avec Alex. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Et après, on va passer à autre chose. Non, j'étais d'accord. Pour moi, il y a un problème sur la mentalité, ça c'était clair. C'est vrai que les joueurs qui l'incarnaient sont partis, comme vous l'avez dit en fait. Tant qu'il n'y aura pas de leader clair dans cette équipe, c'est vrai que ce que tu dit, c'était vrai. En fait, depuis combien de temps on voit pas trop où est-ce qu'on va? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que Laurie est parti. Le lien de cause à effet, il est clair. Puis, il y a aussi autre chose, à mon sens, à prendre en compte, c'est que si on était dans une direction claire de, OK, on est effectivement dans la première année de l'ère Darko Rajakovic, et donc on lui met un maximum de jeunes à potentiel, et on voit lesquels sortent du lot, et puis on développe, et puis voilà, on s'en fiche de viser quoi que ce soit. On tanque pas vraiment parce que voilà, l'objectif n'est pas non plus de Mhm. refaire les Detroit Pistons, mais on gagne, on essaye quand même de développer quelque chose le plus efficacement possible et surtout avec des joueurs qui ont le même projet. L'objectif est de construire quelque chose ici. Celui qui n'est pas d'accord, il dégage.
Là, on a l'impression d'avoir une équipe qui est trop forte pour tanker, mais trop faible pour viser vraiment quelque chose. Et du coup, on met ça sous les ordres d'un coach qui n'a aucune expérience à part de l'assistant coach et du développement. Sauf qu'en fait, on lui demande pas de développer. Enfin, la direction, elle est pas claire, elle est inexistante à tous les niveaux. Et ça, c'est le plus dangereux, en fait, parce que on ne sait pas où on va et le moindre petit pas dans une direction, on se dit, bon, bah oui, ok, on a fait ça, c'est quoi l'étape suivante, en fait? On veut une direction claire et bien tracée. Peut-être que c'est ce qui s'est passé avec le trade d'hier. J'espère qu'on en aura d'autres qui vont se mettre en place dans cette même esprit et qu'on va se dire, OK, ça c'était le premier domino qui tombe. Maintenant, du coup, logiquement, celui-là, c'est le deuxième et puis on va par là et voilà. Le chemin, il est tracé. Il y aura des obstacles, c'est clair. Ça va peut-être prendre plus de temps que prévu, mais au moins, on sait ce qu'on veut faire et ce à quoi on veut arriver. Là, on a l'impression que, ben oui, d'accord, très bien, on veut regagner un titre à Toronto. OK, mais on fait comment? On fait quoi Mhm. exactement? Non, mais tu as totalement raison. Là, on l'a pointé du doigt dès le début de l'année qu'on est dans un entre-deux qui est pas bon du tout. Et en plus, avec un coach sans expérience, on a bien l'impression qu'il ne sait pas où aller. Parce qu'en fait, quand tu as un Siakam, un OG dans ton effectif, tu peux pas partir sur OK, on va développer, on va faire jouer les jeunes. Et typiquement, comme tu l'as dit tout à l'heure, le fait que Grady Dick ne joue pas hier, par exemple, alors que c'est autoporteur et, et t'as des chiens qui jouent, par exemple, c'est symptomatique en fait de ce on ne sait pas où on va. C'est on essaye de gagner, mais en même temps, on a des jeunes à développer. Et comme tu l'as dit, et là, on va en reparler juste après en parlant du trade, je pense que la direction a été choisie et qu'il va falloir continuer en fait à se séparer de ces joueurs qui ne sont pas dans cette timeline-là, tout simplement, parce que voilà, on récupère un joueur de 23 ans et un joueur de 24 ans, et je pense que ça correspond plus à la timeline de Scotty Barnes, mais on va en reparler dans un petit instant. On passe à la deuxième partie, comme je vous le disais histoire de boucler la boucle de cette année 2023. Je voulais faire un petit top et worst 3. On va commencer par le plus facile parce que moi j'ai eu du mal à trouver trois moments les plus glorieux de cette année 2023. En revanche, ça a été très simple de faire un worst 3. Je vous propose le mien et ensuite je vous écoute, mais on s'est un peu consulté, je crois qu'on a le même. Donc ce qu'on va faire, je vais juste donner les trois moments. Si vous en avez un à rajouter, ajoutez-le. Et ensuite, on va débattre sur comment on les classe. Donc forcément, la défaite hier contre Détroit, je pense que c'est historique. Donc il n'y a pas, il y a pas, il y a pas vraiment de débat là-dessus sur le fait que c'est dans les trois pires moments de la saison. Je pense que c'est même dans le haut, mais on va débattre parce qu'il y a quand même cette défaite au play-in contre les Bulls où les Raptors étaient devant et ils ont raté un nombre inimaginable de lancers francs avec cette histoire avec Diar, DeRozan et tout ça. Et moi, le troisième moment que j'avais noté, qui est quand même difficile à encaisser, c'est ce départ de Fred VanVleet contre rien du tout, qui a pris plus de 40 millions du côté de Houston. Alex, quels sont tes trois moments? Et après, on va classer, on va faire notre worst three à tous les trois. En fait, je suis assez d'accord avec ceux que tu as cités, à ceci près que je mettrais quand même la défaite d'hier un cran en dessous, dans le sens où oui, elle fait mal, elle est honteuse et voilà, mais il y a aussi un contexte, hein, effectivement, sans OG Anunoby, Precious et Malachi Flynn qui étaient trois de nos joueurs principaux dans la rotation. Et surtout, on va être honnête, mais dans 6 mois, on l'aura oublié. Dans 6 mois, dans un an même, plus personne ne se souviendra que la série de défaites de Détroit s'est arrêtée contre Toronto. Par contre, la série de défaites de Détroit, personne ne va l'oublier. Ça, c'est sûr. Donc, c'est vrai que je la mettrais un petit peu en dessous, même si elle fait mal. Pour moi, elle est moins violente que le play-in contre Chicago, où en fait, c'est le summum de cette saison 2022-2023 qui était cataclysmique et où en fait on s'est dit bah on accroche quand même le play-in et puis c'est Chicago qui est pas tellement ouf donc il y a peut-être moyen de gagner ce match-là et puis sur un malentendu d'aller taper Miami en Floride donc allez pourquoi pas et en fait c'est en un match tu as vu toute la saison des Raptors quoi c'est-à-dire on démarre assez bien et puis on n'est pas capable de terminer le travail et puis on est surtout dégueulasse au lancer franc donc voilà pour moi c'est celle-ci qui est la plus douloureuse. Est-ce que tu as un autre moment par rapport aux trois? Moi, j'en avais un autre, mais je ne sais pas si je peux vous le proposer. Euh,
un moment catastrophique de la saison dernière, c'est quand même Nick Nurse qui part en conférence de presse à Philadelphie et qui avoue à demi-mot, bon, pour moi, c'est fini. Et en plus, ironie du sort, il va signer à Philadelphie pendant l'été. Je ne sais pas si ça rentre dans le top 3. Est-ce que c'est pire que Fred VanVleet? Est-ce que tu avais un autre moment, Alex, où on garde ces trois-là et on va les classer? Non, on est bien comme ça. On est bien? Julien, quel est ton avis un peu? J'avais le trade d'OG, moi, plus que la défaite d'hier. C'est le trade d'OG bon, c'est plus du sentimental, mais qui sentimentalement qui est quand même, je trouve, assez difficile, même si on l'a dit, on est quand même content que ce soit passé. Mais tu vois, comme le départ de Van Vliet, c'est du sentimental, c'est les joueurs du titre. Donc moi, c'est presque plus ça, tu vois, au-delà de la défaite contre les Pistons, c'est presque plus ça qui fait que je me rappellerai de mon 30 décembre 2023. D'accord, ok. Après, ouais, le trade d'Odie, il a quand même du sens par rapport à ce qui est sorti derrière, avec le fait que apparemment il voulait au début de saison un plus grand rôle et qu'il envisageait de signer 40 millions, mais que s'il partait à New York, il pourrait revoir ses ambitions à la baisse. Donc, en fait, comme le disait Alex tout à l'heure, on a l'impression que OG, il avait plus vraiment la tête à Toronto dès le départ. Il y a eu beaucoup de communication, mais finalement, en fait, moi, là, en ce moment, avec ce qui se passe à Toronto, je remets vraiment en perspective et en fait, j'ai du mal à savoir ce qui est vrai, ce qui est faux maintenant et de ce qui doit être relayé. En fait, c'est compliqué, je remets mon métier en cause parce que, en fait, on relaye des choses, mais au final, on pose des questions. Mais j'ai de plus en plus de mal à savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. En fait, c'est vraiment compliqué. Tu as l'impression que c'est tellement de la communication que nous, on est juste là pour relayer des messages, pour donner une image, en fait, et qu'au final, je sais pas ce qu'on relaye. Et ça, c'est vraiment dans ce top 3 worst, moi je le mettrais tout en haut par rapport à mon rôle, tu vois, Ouais. mais ouais. On part sur quoi du coup? On classe quoi? On classe quand même cette... Le play-in en premier, je pense. Le play-in, on le met tout en haut? C'est ce Ouais, qui je a le plus pense. de conséquences, Ouais, au final. complètement. Non, Alex l'a très très bien résumé. On va mettre le play-in tout en haut. Et est-ce que on suit Alex aussi, on minimise un petit peu cette défaite d'hier qui en fait est plus historique pour Détroit, qui met fin à sa série que pour nous, qui au final il y a des circonstances et puis Il suffisait de voir comment les Pistons ont célébré cette victoire. On avait ouais. l'impression qu'ils avaient accroché une nouvelle bannière. Je les aime bien, hein, je comprends, il y en avait marre et tout, ça faisait longtemps. Mais bon, le We Are the Champions à fond dans la salle à la fin du match, j'ai trouvé que c'est un petit peu trop. Je suis Bah, peut-être un peu salé, mais bon, quand même, un peu de sérieux, quoi. j'en parlais Dignité. avec un ami qui est fan de Houston et qui me disait mais moi je comprends même pas pourquoi ils célèbrent en fait. Ils Mais devraient non. se faire tout petits, ils viennent de perdre 28 Mhm. matchs de suite. Et c'est même assez drôle de voir les fans des Pistons qui viennent te chambrer. Mais gars, regarde C'est ton ça, bilan. c'est ça. Mhm. Nous, c'est pas Que bien les mieux, joueurs, hein, c'est mais regarde ouais. ton bilan quand même. Que les joueurs s'élèvent, je trouve pas ça aberrant, mais que la franchise, les fans, je trouve Oui, ça non, les plus joueurs qui compliqué. lèvent les bras, effectivement, il y a du soulagement, même le Mm. public, effectivement, il y a du soulagement, je comprends. Mais autour de la franchise, il y avait de l'organisation, quoi, la musique Ouais. et tout, les effets. Bon, vous l'avez préparé depuis combien de temps avant de pouvoir la sortir, quoi, tu vois? Donc, non, moi, en deux, je mettrais plutôt le départ de Van Vliet, parce que ça aussi, Mm. ça a une vraie conséquence, quoi. Le fait de perdre un joueur qui est aussi valuable, qui avait une telle valeur sur le marché, contre rien, Mhm. on va s'en mordre les doigts pendant longtemps, je pense. C'est ça, parce que tu dis que s'ils avaient anticipé comme avec OG, quand même, tu récupères des choses en retour, hein. Et Mais tu bien aurais sûr. même pu récupérer des draft picks à cette draft-là et tu vois les choses autrement, clairement. Ok, alors on part sur Chicago en premier, le départ de Fred VanVleet en deux, et allez, on va mettre quand même ce Détroit en trois, mais je suis assez d'accord avec vous sur le fait de lui donner moins d'importance parce qu'au final, de toute façon, on l'avait un peu, on le sentait venir en fait, et puis en plus, c'est tombé au moment où l'équipe s'est affaiblie, et puis peut-être c'est ce qu'il fallait aux Raptors, toucher le fond pour repartir de plus belle en 2024. C'est tout ce que j'espère. On va en reparler après avec le trade. En fait, je vais même aller plus loin pour terminer, excuse-moi. Ouais, vas-y. Cette défaite contre Détroit me fait moins mal que la défaite contre Utah. Hmm, Utah, on menait de 16 ou de 13, je sais plus encore, à la fin du troisième quart-temps et on n'arrive pas à finir le match, quoi. ouais, Et on était au complet. exact.
Donc, Exactement. tu vois, c'est pour ça que je nuance vraiment cette défaite contre Détroit. Ça fait chier parce que c'est Détroit, parce qu'ils viennent de perdre 28 matchs, parce que voilà. Mais dans 6 mois, on n'en parle plus. C'est vrai. Et après, j'ai réfléchi. Au début, je trouvais assez ridicule les paroles de Darko qui disait oui, c'était l'un de nos matchs les plus durs de la saison et tout. Mais quand il réfléchit, il y a des joueurs hier qui font le match de leur vie, hein. Kevin Knox, je ne l'ai jamais vu comme ça. Bien sûr. Bogdanovic qui se met à taper des 3 points au buzzer alors qu'il est contesté par la défense de Siakam, qui Mm. défendait vraiment. On peut pas, en fait, on peut pas non plus reprocher aux Raptors, en tout cas à certains joueurs, de ne pas s'être donné hier, surtout Siakam. Mais en fait, en face, il y avait une équipe qui jouait un game set de playoff, en fait, hein. C'est ça. Donc, au final, ils étaient peut-être touchés moralement. Ils ont joué la veille. Le match était à 6 heures. C'est assez étonnant parce que le match précédent était à 7 heures. Ils venaient juste d'arriver pendant la nuit ou au matin. Donc, bon, il y a des circonstances atténuantes. Et puis, bon, fallait que ça arrive. C'est arrivé. Voilà, c'est sur les Raptors. Au prochain Trivia Quiz, quand on vous demandera quelle est l'équipe qui a perdu contre la pire équipe de l'histoire de la NBA, et ben, voilà, on aura la réponse. C'est un peu comme pour les 81 points de Kobe Bryant, on sait contre qui ça s'est passé. Et puis voilà. Allez, repartons sur du plus joyeux avant de parler du trade. Vos top 3, là je pense qu'on va chacun donner le nôtre. Top 3 des meilleurs moments de 2023. Allez Julien, je te laisse la parole. Quels sont tes 3 moments? Tu peux les classer. Ton numéro 1, ton numéro 2, ton numéro 3 ou dans l'autre sens comme tu veux, si tu veux laisser un petit peu de suspense. On va faire 3-2. En 3, je mettais. Bon, c'est compliqué de trouver du bonheur cette année, mais je trouvais qu'il y avait eu quelques belles victoires, hein. J'avais noté celle des Nuggets en fin de saison dernière, en mars, où on fait quand même un super match contre le futur champion, qui était au complet. Et sinon, j'ai noté celle contre les Bucks de cette année aussi, qui était quand même chouette. Faut trouver du réconfort un peu partout, et c'était des belles victoires. Ça fait quand même plaisir. En 2, je dirais l'arrivée Darko Rajakovic, pas Milicic. Euh, C'était un chouette moment. Il y a eu de la communication autour de la franchise. Il y avait des sourires. Il y avait vraiment un engouement. Bon, 3-4 mois après, c'est plus compliqué, mais c'était quand même un bon moment de la franchise. J'avais trouvé la communication. De toute façon, de manière générale, la communication des Raptors, c'est quand même pas trop mal. Et là, Ah, c'était plutôt bien. Donc, elle est très bonne même, ils arrivent bien c'est à ça. s'en fumer. Il y a de ça. Donc, non, c'était un plutôt bon moment. Allez, en 4, j'aurais pu dire la draft de Gradedic parce qu'on s'attendait pas à la voir. C'est vrai. Une aparté comme ça. Et en 1, je pense que le meilleur moment, c'était Siakam All-Star à Salt Lake City en février dernier. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui l'ont oublié, mais c'était quand même ça permettait un peu de valider son nouveau statut. Enfin, il était All-Star indiscutable. Il a vu des minutes, même si c'est pas ce qu'on regarde forcément sur All-Star Game. Donc voilà, je pense que c'est mon top 3 des bons moments de cette année en tant que fan des Raptors. Pas mal, pas mal, pas mal, hein. J'avais même pas mis Siakam All-Star. Vous verrez, j'ai un autre moment de Siakam. Alex, quel est ton top 3? Il est pas mal, celui de Julien, il est pas mal. Il est même très très bon. Il est même très très bon. Je nuancerai. En fait, j'ai le même 1. Effectivement, il y avait un côté avec la nomination All-Star la seconde nomination All-Star de Pascal Siakam. Un côté, ça y est, il est de retour en fait après son MIP, après sa première sélection. Il y a eu des blessures, il a été pas mal critiqué et là il y avait une espèce de retour en grâce qui faisait du bien dans une saison qui s'annonçait déjà moyenne. Donc non, c'est vrai que c'était à mon avis le coup d'éclat de la saison. Après, c'est difficile d'en trouver des vrais très positifs. Je suis assez d'accord aussi sur la nomination de Darko. Et je rajouterais même toute la dynamique de l'été après Mhm. le départ de Nick Nurse. C'est-à-dire qu'avec la nomination de Darko, sa conférence de presse, les belles déclats et tout, je mettrais aussi le fait que Gary Trent Jr. ait pris son option. Il ait décidé de rester un an de plus à Toronto. Ouais. Parce que je rappelle que ça aussi, certains l'ont oublié, mais on aurait pu le perdre contre rien lui aussi. Il a décidé de rester. Encore une fois, derrière, il y avait une autre bonne dynamique, c'était que tout le monde disait, bah, derrière, il y a des négociations pour un nouveau contrat. Bon, depuis, c'est au point mort. Mhm. Mais c'est vrai que sur le moment, il y avait une vraie dynamique plus positive, contribuée également, comme Julien l'a dit, par la draft de Grady Dick, où tout le monde s'est mis à sortir ses meilleures blagues avec son nom, mais en même temps, tout le monde était là en se disant, bah, c'est génial pour Toronto. Il manque de shoot, et à la draft suivante,
en border top 15, ils ont le meilleur shooter de la draft. Encore une fois, 3-4 mois après, on voit bien que c'est plus compliqué que ça. Mais sur cette période-là là, de juillet, c'était très positif. Ouais, là, franchement, ouais, c'est clair. Donc, t'es un peu sur la même longueur d'onde. C'est Ouais, parfait. c'est ça. Je vais vous donner le mien. Bah, moi, il y a des choses quand même différentes. Je vais partir de mon 3. En 3, j'ai mis quoi? En 3, moi, j'ai plus pris des performances individuelles, en fait. J'ai pris le 20-20 de Fred VanVleet face à Charlotte en avril dernier. C'était le record de passes décisives pour un joueur des Raptors, tout simplement. Donc, il nous a fait un beau cadeau d'adieu. Après, après, il est parti, mais je me rappelle, c'était quand même assez ouf, ces 20 passes décisives de Fred VanVleet. En 2, j'ai mis Siakam qui rentre dans le top 5 de toutes les catégories statistiques majeures des Raptors. Ça s'est produit le 22 décembre contre Philadelphie. Il fait un excellent match, hein. On a perdu, mais il met 31 points, 5 rebonds, 5 passes. Et il rentre dans le top 5 de toutes les catégories. Je me suis un petit peu enflammé en disant que il n'y a qu'un trade qui peut l'empêcher de devenir le GOAT. C'était un petit peu taquin, c'est pas vrai, parce qu'on reparlera de toutes ces histoires de leadership et tout ça. Laurie n'a jamais autant incarné la franchise et je pense que ça reste pas que des statistiques. Et je rejoins Raptors France là-dessus. S'il m'écoute, Victor, c'était c'était un peu pour rigoler Siakam le GOAT, parce qu'on sait très bien que de toute façon, il va peut-être pas rester à Toronto. Et pour finir, je trouve que la signature de Paul Tull, en tout cas l'arrivée de Paul Tull, ça avait vraiment relancé une saison qui était morose et on avait vraiment bien fini l'année jusqu'à Chicago. Quand même, malgré tout, cette connexion Fred VanVleet, Paul Tull, le retour des deux amis, Paul Tull, Siakam, et puis enfin un pivot. Et en plus, Paul Tull, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand il est revenu, c'était pas comme cette saison, il était vraiment super chaud. On était choqués par ses finitions au cercle, sa protection, il était même assez mobile pour switcher dans le système de Nurse. On s'est dit, waouh, mais pourquoi on l'avait pas depuis le départ? Et puis au final, il s'est un peu fait dominer par Vucevic contre Chicago. Et puis depuis cette saison, il n'est pas mauvais. J'ai lu à droite à gauche, on a dit qu'il est mauvais, je trouve pas. Mais en fait, il ne fit pas avec ce 5-là. Rajakovic essaye de lui donner un nouveau rôle. J'ai l'impression qu'en fait, les Raptors, je sais pas vous, on va peut-être finir avec ça, mais c'est un truc négatif. Mais j'ai l'impression que en fait, Rajakovic, son truc avec le pivot et tout ça, c'est au début du match, sur le premier quart-temps. Après, dès qu'il y a des rotations et que le score il est plus en faveur des Raptors, on quitte totalement ces principes-là, hein. Encore, je crois qu'hier, il fait 4 passes décisives. Parfois, ça revient parce qu'il y a ce unique système qui fonctionne où Siakam ou Barnes donne à Paul Tull et le meneur fait l'écran pour lui et ensuite ils vont jouer le mismatch. C'est le seul truc qui en soi fonctionne. Le reste, c'est compliqué. Bon, dire là-dessus, c'est pas dans le thème, mais Non, mais si, mais tu as raison. En fait, il est dans la même lignée de ces joueurs-là qui, quand ils arrivent, on se dit, waouh, trop bien. Effectivement, ça fit de ouf. C'est parfaitement ce qui nous manquait. Puis quelques mois plus tard, on se dit, mais bah non, en fait. Donc voilà, c'est dommage, mais effectivement, je pense que Peutel a été un moment positif. Son arrivée l'année dernière a été effectivement quelque chose de positif et a changé un peu la dynamique pendant quelques semaines. Mais au final, je pense que c'est une erreur de casting. Ah ouais, carrément. Ah bah alors, je vais nuancer. C'est une erreur de casting si on garde Scotty Barnes et Pascal Siakam. Mhm. Yeah. À partir du moment où Siakam s'en va, et on verra s'il s'en va et si oui, contre quelle contrepartie, ce sera peut-être plus le cas. Mais à l'heure actuelle, 2023, heureusement que Scotty Barnes shoot à près de 40% à 3 points, hein, parce que sinon, ce serait catastrophique, hein. Bah, En fait, je pense qu'il y aurait eu moyen de trouver quelqu'un qui. Parce qu'en fait, on parle de pourcentage, mais en fait, le problème, c'est pas le problème d'un mauvais pourcentage, peut-être, c'est qu'il ne shoot pas à 3 non, points. c'est pas une menace du tout. Il ne Ce va pas n'est pas shooter. une menace du tout, il ne le fera pas. Donc, même un pivot qui a un pourcentage moyen ouvrirait beaucoup plus de champs de pénétration pour Barnes et Siakam. Et je pense que ça,
on peut le trouver, même quelqu'un qui fait un petit peu moins bien ce que fait très bien Puttle, par exemple, on aurait pu, à mon avis, voir une grande différence dans le jeu, notamment offensivement. Non, non, c'est clair, c'est clair. Alors pour vous livrer un peu les coulisses, parce que là, Alex parle de pourcentage, c'était une discussion qu'on avait dans notre groupe chat, parce que là, les auditeurs vont se dire, mais pourcentage, pourcentage. On Mm. réfléchissait sur les pivots qui peuvent s'écarter, et c'est vrai que je m'étais rendu compte que j'avais des attentes trop élevées en termes de pourcentage, parce qu'en fait, les meilleurs pivots qui shootent de loin, en fait, ils sont pas à 30, 38%, hein. Même un Brook Lopez, il est à 32 et quelques. Mais en fait, c'est juste, tu as raison, le fait d'être une menace. Et hier, il y a eu un moment comique dans le match, je ne sais pas si vous l'avez relevé, je l'ai tweeté. Un moment, Poltel a fait un pump fake à 3 points. Il était à 3 points, il a pris la balle, il a feinté. Et en fait, c'était comique parce qu'il n'y a personne qui va mordre à ça. Mais oui, Mais non, mais alors, clairement, il semble de plus en plus que. Après, si tu gardes Siakam, ouais, c'est sûr, il te faut un pivot qui stretch. Tu peux partir sur Siakam Barnes et tout autour que des shooters. Je pense qu'on va en parler juste après, mais on se dirige vers autre chose. Mais même avec ça, si on part du principe que Barrett est dans le 5, je pense que les Raptors ont besoin d'un 4 et d'un 5 qui puissent shooter de loin. Je sais pas ce que tu en penses, Julien. Quelle est un peu ta position après tout ce qu'on vient de dire, mais clairement, en plus dans le basket moderne. Après, il y a plein d'équipes qui ont un rim protecteur et qui est une lob threat, mais dans ce cas-là, il faudrait un pivot plus athlétique parce que le problème, c'est que Poltol n'est pas une lob threat non plus, donc c'est compliqué. Non, c'est ça. Et quand on avait fait le listing, au final, il y avait quand même très peu. Enfin, ou alors c'était très cher. Mhm, Les pivots qui sont des menaces offensives, on va dire, sur les trois plans. Donc c'était assez compliqué. Mais en fait, pour moi, le 4 qui shoot, on l'a déjà et c'est Barnes. Et je sais pas si on va faire une transition vers l'analyse du trade et voir ce qui peut être fait derrière. Mais pour moi, le 4 qui shoot, c'est Barnes. mhm. je suis à deux doigts d'être d'accord, hein. Avec Barrett sur le poste 3 et de mettre à avoir un 2 et un meneur qui shoot. Pour moi, elle est là la solution. Si on veut essayer de garder Poltel dans le 5 et de garder le Poltel dans la franchise tout court, en fait, puisqu'on ne le mettra pas en sortie de banc, euh, pour moi, la solution, elle est là. Si Après, Quickly s'avère être même un Tyrese Maxey du pauvre, en vrai, tu remets Barnes en 4 qui shoot et puis merci Siakam, merci pour les services rendus, mais il nous faut des shooters. Et ouais. là, ben, tout de suite, effectivement, l'alliance Barnes-Puttle, je la vois déjà plus. Ok, Ouais, et puis ça te libère déjà plus de profils. Des arrières qui shootent ou arrière ou Mm. meneur, ça dépend quelle position tu mets Quickly, ça s'en trouve Oui, facilement. oui, c'est ça. passons à cette analyse du trade parce que en fait c'est moi je suis parti sur autre chose alors qu'on était sur les meilleurs moments. Je suis parti sur Poltol, mais justement parlons de ce trade, les Raptors qui ont donc échangé OG Anunoby, Precious Achiuwa et Malachi Flynn contre Emmanuel Quickley et RJ Barrett qui fait son retour au Canada ou en tout cas qui va jouer en NBA au Canada. Bah, quel est tout simplement votre avis là-dessus? On était en train de partir sur l'effectif, sur ce que ça va impliquer. Mais déjà, de manière générale, est-ce que vous êtes satisfait du trade? Est-ce que du coup, vous en attendez d'autres? Je pense que oui. Quel est un peu l'avis général? Julien commence, après je donnerai la parole à Alex. Bah, je sais que ça c'est cher à Alex, mais il nous faut la big picture, il nous faut le reste du trade. Pour le moment, c'est un bon premier pas, c'est-à-dire qu'on perd pas OJ contre rien, on en a parlé dans les bons moments, mais le départ de Fred contre rien du tout, ça a Mhm. fait mal. Là, ça nous évite déjà ça. Tu as mentionné les joueurs, mais il faut pas oublier qu'il y a un deuxième tour des Aussi. Pistons qui va être quand même plutôt haut, sur du deuxième tour certes, mais quand même assez haut, donc on peut aller chercher un joueur intéressant à la draft. Un point qui n'a pas forcément été mentionné, mais je trouve que ça rééquilibre aussi peut-être un petit peu le banc. Oui. A priori, si les deux joueurs commencent dans le 5, les deux anciens Knicks commencent dans le 5, ça nous mettrait Schroeder, Gary Trent sur le banc. Je trouve que ça fait un petit duo un peu intéressant parce qu'on, je n'ai pas les stats en tête, mais je pense qu'on ne doit pas avoir un des bancs les plus productifs de NBA. Non, loin de là, oui. Donc voilà, je pense que ça rééquilibre ça. Et ça nous donne peut-être un lieutenant pour Barnes si Barrett essaye de récupérer un petit peu la voie qui était la sienne au moment où il est arrivé en NBA. On peut récupérer quand même un joueur qui est un slasher, qui était un slasher très exceptionnel en NCAA. Effectivement, le shoot, c'est pas ça. Offensivement, il y a
c'est compliqué, il y a du développement à faire, mais ça reste un joueur jeune et si on arrive à tout faire cliquer dans l'ordre et on peut récupérer quand même un excellent joueur à un prix qui est quand même plutôt raisonnable. Ouais, exactement. Et avant de donner la parole à Alex, pour moi, en fait, j'ai l'impression que beaucoup se focalisent sur Barrett. Alors, je comprends parce que ça donne l'impression, en l'état actuel, que Barrett ne fit pas vraiment. En fait, on change pas les problèmes avec cette histoire de spacing. Tant qu'il y aura Siakam, Barrett, Poltel, ça change pas grand-chose. Heureusement, Scotty Barnes shoot un peu à 3 points maintenant, sinon ça ferait vraiment compliqué. Mais pour moi, l'acquisition majeure, et les Raptors avaient un œil sur lui, on en avait déjà parlé en coulisses, sur Emmanuel Quickley. Pour moi, c'est lui l'acquisition majeure. En fait, moi, je le vois comme ça, le trade. Je trouve que on récupère Quickly pour Anunoby. Donc, ça, c'est quelque chose de complètement différent. Mais comme tu dis, Julien, ça rééquilibre aussi un peu le 5 avec des ailiers en moins, puisqu'on sort un peu de ce 6-9 là où on avait trop d'ailiers, même en sortie de banc, avec un arrière scoreur qu'on n'a jamais eu, en fait. Ce genre de joueur, on l'a, on l'a jamais eu à Toronto depuis très longtemps. Ils en parlaient dans le Raptor Show hier. Le plus proche qui s'en rapproche, c'est Kyle Lowry, mais même Kyle Lowry, c'est pas un scoreur dynamique comme Quickly. Et dans cette NBA moderne, on voit que ces arrières-là, capables de scorer à 3 niveaux, capables de jouer le pick and roll, euh, c'est très très important. Je dis pas que ça doit être c'est le joueur majeur d'une équipe parce que je pense que les ailiers dominent dans cette NBA malgré tout. Il y a des exceptions, mais il y a eu un débat dernièrement qui était assez intéressant avec Becky Hammon qui, je trouve, s'est un peu pris la sauce pour rien parce qu'en fait, ce qu'elle disait, ça avait du sens par rapport au fait que c'est difficile de construire une équipe autour d'un joueur de petite taille. Après, c'est la façon dont elle l'a dit, mais en tout cas, bon, c'est un autre débat. Mais pour moi, Quickly, ça peut être vraiment le joueur qui va aller parfaitement avec Scotty Barnes, en fait. Et, euh, et Barrett, pour moi, on le récupère en fait contre Precious Achiuwa et Malachi Flynn. Et franchement, comme tu l'as dit aussi, Julien, ça rééquilibre avec on va avoir quand même un backcourt de sortie de banc qui va être intéressant, peu importe qui c'est en fait. Si Darko décide de garder Gary Trent dans le 5 et qu'il soit associé à Barnes, ou je ne sais pas comment ça va s'organiser, mais et que c'est Quickly en sortie de banc avec Schroeder ou l'inverse, en fait, quoi qu'il en Oui, soit, ça revient au même. les lignes arrière des Raptors en sortent vraiment gagnantes. Après, on va voir comment ça va se mettre en place. Et puis, je vais laisser la parole à Alex qui va regarder la big picture, comme il a dit. Et forcément, on va attendre maintenant un départ, je pense, de Siakam qui semble inévitable pour encore plus rééquilibrer ça au niveau du shooting. Même si, je dirais, pour Barrett, 33% à 3 points, mais quand même 38% dans les corners, ce qui n'est pas éloigné d'un OG qui est à 40 et 35% en catch and shoot de manière générale. Ce qu'il faut à tout prix ne pas le laisser faire, c'est prendre des pull-ups. C'est ça qui fait vraiment baisser son pourcentage à 3 points. Et après, bien sûr, c'est pas le même impact défensif qu'Oji, mais on n'aurait jamais retrouvé l'impact défensif d'Oji de toute façon en échange. Et puis, cette équipe ne semble pas être tournée vers la défense cette année, donc autant mettre des joueurs qui peuvent scorer. Non, je plaisante un petit peu, j'espère qu'on va quand même retrouver un équipe défensif, mais Alex, je te passe la balle sur. Toi, tu es un peu plus quand même, t'es moins convaincu par Barrett. En fait, j'attends d'une part, donc vous l'avez dit, la big picture, je me répète, c'est un premier pas dans une direction choisie et je pense qu'elle en appellera d'autres. Euh, Concernant Barrett, puisque c'est ce qui cristallise le plus les désaccords dans la commu, déjà, premièrement, il faut attendre la réalité du terrain. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut en termes de fit, oui, sur le papier, ça va créer des embouteillages à l'intérieur. Je rappelle qu'à Tampa, la signature d'Aaron Baines, c'était censé être le pivot parfait pour cette équipe. Et puis finalement, c'était pas ouf du tout. Donc la réalité du terrain va être la seule vérité à regarder. Et c'est en ce sens-là que j'attends beaucoup les premiers matchs avec l'arrivée de Barrett et Quickly. Ensuite, là où j'ai été déçu, moi, dans un premier temps, quand j'ai vu ce trade, c'est le peu de tours de draft. Ouais. À mon sens, se débarrasser d'un joueur comme Odian Nobi, il fallait au moins 2 premiers tours de draft dans le lot, quoi. Et c'est après, en relativisant, où en fait, je me suis dit, OK, est-ce que je préfère avoir un potentiel tour de draft qui, je ne sais pas encore où est-ce qu'il terminera au premier tour,
ou est-ce que je préfère avoir un Quickly que l'équipe voulait déjà au moment de sa draft, hein, qu'ils n'ont pas eu parce que les Knicks l'ont choisi quelques choix avant et que nous, on s'est retrouvé avec Malachi Flynn, je crois, c'est la même draft, les deux, si je dis pas de conneries. Ouais, il me Et, semble. et donc, on avait déjà des yeux dessus. Et en fait, en réfléchissant, tu te dis, bon, au moins, on a un joueur, on sait ce qu'il vaut à l'heure actuelle, entre guillemets, hein, même si, voilà, on sait bien qu'il peut y avoir des différences avec le changement d'environnement, de coéquipier, de coaching, etc. Mais on sait ce qu'il vaut et dans quelle direction on veut l'amener. Et ensuite, dans le lot, il y a R.J. Barrett. R.J. Barrett, canadien, torontois même. Donc, il y a une belle histoire à écrire. Et puis il est encore jeune. Maintenant, bon, Mike, tu disais, faut à tout prix l'empêcher de prendre des pull-ups à 3 points. J'ai envie de te dire, c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse pour Barnes aussi, des fois, mais bon. Ou Siakam. Mais bon, non, je suis quand même globalement satisfait, effectivement, parce que de toute façon, il y avait quand même très peu de chances que comment dirais-je, qu'on conserve OG ou alors on allait le perdre contre rien. Donc voilà, la jurisprudence Fred VanVleet fait qu'on ne peut être que satisfait de récupérer quelque chose en échange. Surtout que ça nous permet de nous débarrasser de Malachi Flynn, qui, de toute façon, à un moment donné, il faut être honnête, j'ai rien contre lui, mais il a jamais réussi à convaincre. Il a eu quelques bons matchs, mais c'était trop compliqué pour lui. Precious Achiuwa, ça me fait un petit peu plus chier parce que c'est un joueur que j'aimais bien, même si il faut reconnaître que il a eu une première saison qui a été crescendo et on attendait qu'il confirme. Et puis il s'est blessé et puis il est parvenu et puis voilà. Mais de toute façon, j'ai pas trop envie de lui jeter la pierre non plus. Hein. Dans ce contexte, c'est compliqué. Mais voilà, on se retrouve avec une place en plus dans le roster aussi, puisqu'on a donné 3 joueurs, on en a récupéré que 2. Donc ça appellera aussi forcément à d'autres mouvements. On sait très bien qu'aucune équipe ne reste à 14. Donc voilà, que ce soit dans un potentiel futur trade, que ce soit sur le marché du buyout ou autre, il y aura une signature en plus au moins. Et à mon sens, il y aura même d'autres trades. Donc non, au moins on a fait quelque chose. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a fait quelque chose tôt. Donc on se donne la possibilité de voir, OK, on a changé ça. Maintenant, qu'est-ce que ça donne? OK, ça donne ça. Donc maintenant, on va changer telle chose pour essayer d'améliorer tel problème. On avance petit à petit, ça va prendre du temps. Il faudra voir aussi la vérité du match de Cleveland ne sera pas forcément celle du match suivant et du match d'après. Donc il va falloir leur laisser du temps. Mais non, c'est plutôt intéressant. Et au moins, on se retrouve avec un semblant de timeline parce que entre Barnes, Grady Dick, qui a priori est avec Scotty Barnes l'intouchable du groupe, je nous vois mal drafter un joueur comme ça et le rebazarder 6 mois plus tard. Et donc aujourd'hui, Barrett et Quickly, qui, si je ne m'abuse, comme ils viennent d'être trade, ils ne peuvent pas être rebazardés. Donc, on a un groupe très jeune. Je ne serais pas surpris qu'on se tâte à re-signer Gary Trent Jr., surtout si on trade Siakam contre une contrepartie plaisante. Donc, on aura un groupe quand même déjà en termes d'âge au moins, en termes d'âge, en termes d'expérience, en termes de CV, où on est déjà sur une timeline plus claire. Et c'est dans ce sens-là où je me dis, on a fait quand même un pas en avant. Ça va être dur de passer après Alex qui a tout dit. Je voulais juste donner des précisions sur Malakai. C'est terrible parce que les Knicks ont déjà dit qu'ils essayaient de voir d'autres mouvements et que Mais bien Malakai sûr. était dedans. C'est terrible. De toute façon, je pense qu'il va finir coupé et que son avenir n'est pas en NBA. Et pour Precious, ça laisse quand même une impression de ne pas être allé au bout de son potentiel. Mais malheureusement, comme tu l'as dit, les circonstances ont fait que après cette première saison, il n'a pas réussi à enchaîner en raison des blessures, en raison de plein de choses. Et c'est dommage. Et moi, j'espère que ils sauront l'utiliser correctement du côté de New York. Ils ont besoin d'un pivot en ce moment parce que ils ont 2 pivots qui sont blessés et ils ont plus que Taj Gibson et Hartenstein. Donc il a un petit rôle à jouer là-bas dans un environnement peut-être plus positif. Donc on espère. Moi, j'espère que ça va le faire pour Precious parce que il y a un potentiel énorme. Et là, défensivement, malgré tout, les Knicks récupèrent OG et quand même Precious qui peut faire des choses assez énormes. Donc, c'est très intéressant. Un petit truc à dire, Julien, pour conclure sur. Moi, assez d'accord avec vous, mis à part, je vais toujours rire quand on parle des Knicks comme d'un environnement sain. Et on Ouais, verra moi pour aussi. Precious derrière. Moi aussi, un petit peu.
Non, voilà, la question après, ça va être de voir la suite. Moi, j'avais noté savoir un petit peu pour combien on va prolonger Quickly aussi et le prolonger le plus vite possible. Ça va être important. Il faut le prolonger avant Euh, d'avoir à matcher une offre, parce que sinon, oui, on va le surpayer. c'est ça. Donc, j'espère qu'il y aura de la suite dans les idées à ce niveau-là. Et en dehors de ça, c'est tout. Je trouve qu'on se retrouve quand même un peu à nu au poste de pivot, à voir si on refait confiance à Coloco, mais si des futurs trades il y a ou signatures sur le marché des buyouts, je pense qu'il va falloir penser à prendre un deuxième pivot parce que là, du coup, je nous trouve quand même un peu court sur le poste de pivot avec le départ de Precious. On n'a plus Coloco et Poltel, donc à moins qu'on reste avec Siakam et qu'on décale Siakam sur le poste 5 avec Barnes en 4 comme on a pu voir, mais je nous trouve un peu court. C'est peut-être le seul bémol du trade. C'est clair, surtout qu'en plus, Coloco, on n'a pas de nouvelles. C'est toujours la même chose, ces problèmes respiratoires. Donc, en fait, on n'a plus que Paul Toll pour l'instant. Après, je vais jouer ma petite carte que j'envoie souvent dans notre groupe. Moi, je pense qu'on devrait donner sa chance à John T. Porter. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un joueur que les 905 vont signer après avoir coupé. Enfin, c'était pas les 905, on l'a signé en two-way après avoir coupé Ron Harper Jr. Et en fait, il a fait un G-League Showcase assez exceptionnel. Il a terminé dans le meilleur 5 alors que les Raptors ne jouaient rien dans le Showcase puisqu'ils avaient un bilan totalement ridicule. Donc, mais il a fait des performances assez bonnes. Et en fait, c'est le frère de Michael Porter Jr. de Denver. Et c'est un pivot qui peut s'écarter, qui est plutôt bon rebondeur. Je le trouve pas mauvais en défense. Je trouve qu'il mériterait de. Alors, des fois, je dis titulaire pour que le 5 soit équilibré, mais j'exagère bien sûr. Mais je trouve qu'il mériterait d'avoir sa chance. C'est un two-way, donc il peut jouer avec les Raptors. Et peut-être qu'il va avoir sa chance, vu que, comme tu l'as dit, avec ce trade, maintenant, on n'a pas vraiment de pivot remplaçant. On peut imaginer que c'est Boucher ou même encore pire Tadeusz Young, puisque c'est lui qui a joué pivot remplaçant hier. Puisque Chris Boucher, on sait ses difficultés physiques, hein, si tu le mets contre Duren. Mais bon, vous me direz, c'est pas bien mieux pour Tadeusz Young qui est à ras du sol et qui n'a plus de détente, malheureusement. Mais, euh, mais ouais, je pense que c'est un essai à faire. Ou alors, de toute façon, il y a un spot de libre, il y a peut-être un joueur à signer, peut-être des trades à venir. Et justement, ça me permet de faire la transition avec la dernière chose que je voulais aborder sur ce podcast. Où est-ce que vont les Raptors sur cette fin de saison? Ils semblent loin et pas si loin que ça pour l'instant de la 10e place, mais est-ce que c'est vraiment un objectif? On sait qu'il faudrait vraiment tanker pour viser la draft parce que le pick que les Spurs ont, il est protégé top 6, donc il faudrait que les Raptors soient dans les 6 pires bilans et espérer être chanceux à la loterie. Comment vous voyez cette fin de saison, Alex? Comment tu vois cette fin? Qu'est-ce qui- Qu'est-ce qu'on doit attendre en fait Il reste encore du temps, on est au tiers, on n'est même pas à 40 matchs, on s'y approche, mais on va faire un bilan de mi-saison quand on y sera. Mais pour l'instant, ce sera peut-être plus clair à ce moment-là, mais qu'est-ce que tu attends, toi, à cet instant T là de la suite de la saison des Raptors? Autre trade? Non, plus sérieusement, bah, j'attends, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'arrivée des deux nouvelles anciens Knicks pour voir exactement ce que ça va donner. Un nouvel engouement avec RJ Barrett en tant que Torontois sous le maillot des Raptors. J'attends en fait plus de constance et de OK, maintenant la direction c'est ça, on y va. Et j'aimerais éviter d'avoir toujours ce sentiment de me dire, OK, bon, bah cool, il y a un match de Raptors. Bon, quel Raptors je vais voir? Est-ce que je vais voir les Raptors qui enchaînent les briques à 3 points et s'obstinent sans même aller provoquer un seul lancer et laissent des portes ouvertes backdoor en défense? Ou est-ce que je vais voir les Raptors en feu qui enchaînent les réussites de loin et qui écrasent leur adversaire et font respecter la hiérarchie comme contre Washington, par exemple? Ben, voilà, j'aimerais avoir cette certitude de OK, on va jouer avec nos armes, on a notre style de jeu, on a nos points forts, nos points faibles, et on essaye de développer pour s'améliorer. C'est ce que j'aimerais. Et surtout, pitié, Darko Rajakovic, s'il te plaît,
affirme-toi, quoi. Parce que là, honnêtement, bon, heureusement qu'on nous dit que c'est toi le coach, parce que sinon, on le verrait pas, quoi. Julien, comment prendre la suite d'Alex qui a presque tout dit? C'est ça. Bah moi, juste, enfin, oui, d'un point de vue perso, j'attends pas grand-chose honnêtement de cette saison. Oui, on n'a pas fait énormément, mais ça semble assez clair qu'on va pas non plus aller très très loin. Au mieux, ça va être le play-in. Donc tout ce que je veux, c'est insuffler quelque chose de bien pour l'année prochaine, que ce soit au Mhm, niveau de la direction prise, euh, au niveau de la mentalité, de tout, de récupérer du leadership, que ce soit pour le coach ou pour certains joueurs. Et en fait, c'est préparer au mieux la saison prochaine. Ça peut passer par effectivement les trades, ça on en a suffisamment parlé, mais moi je veux vraiment un changement plus profond dans l'équipe, pas que des têtes, un changement dans les têtes. Et c'est ça, d'insuffler quelque chose pour que l'année prochaine on puisse se remettre à jouer réellement des choses et rendre les saisons intéressantes. ouais, c'est pas facile de passer après tous les deux, ce que vous avez vraiment tout dit. Moi aussi, j'attends. Bah, je crois qu'il faut qu'on se mette en mode développement, en fait. Ça sert à rien d'attendre forcément peut-être des résultats. De toute façon, on va aller faire quoi en play-in? Play-in for what? Dixième, neuvième, ça servira à quoi? Mais j'espère, j'espère du développement en fait. Je pense que en fait, il est temps de faire jouer Grady Dick, quitte à perdre. De toute façon, on perd, même en mettant les meilleurs joueurs censés sur le terrain. Et encore, on est encore dans cet entre-deux parce que il y a un truc que soulignait bien Blake Murphy hier. Ou je sais plus si non, je crois que c'était William dans son post-game qui est vraiment à écouter celui après Détroit. C'était trop drôle. Il voulait absolument avoir Masai en conférence de presse. Euh, mais il n'est pas à Toronto, donc en fait, il était dégoûté. Mais en fait, on est trop dans cet entre-deux parce que au moins Nick Nurse, on voyait qu'il voulait gagner puisqu'il donnait du 40 minutes de jeu à tous les titulaires. Et là, hier, c'était seulement la deuxième fois de la saison, je crois que Siakam jouait plus de 40 minutes. Donc, quitte à vouloir faire jouer tout le monde, puisque c'est ce que Darko veut faire, il a élargi sa rotation à 10, c'est pas forcément une mauvaise chose, parce qu'on voit qu'on n'a pas de blessés cette année, donc c'est une bonne chose. Mais quitte à être dans cette philosophie-là, autant faire jouer Grady Dick, autant donner la chance, même pourquoi pas à des jeunes qui sont avec les 905 et qui sont en two-way, parce qu'en fait, nos two-way, pour l'instant, ils ont un compteur de 50 matchs en NBA, ils n'en ont pas joué un seul. Donc, quitte à, je sais pas, moi, on a des problèmes à la main un jour, allez, on essaye Noël, pourquoi pas? Ou on essaye Freeman Liberty, why not? Plutôt que tu vois, comme hier, typiquement, au lieu de faire jouer Tadeusz Young au poste de pivot, pourquoi on rappelle pas John T. Porter et on lui donne des minutes? Je pense pas qu'il aurait été ridicule contre des Pistons qui sont proches d'une équipe de G-League. Donc voilà, j'aimerais que au moins sur la fin de la saison, la direction soit claire. On est là pour faire du développement. On va remercier Pascal Siakam pour tous les services et je vais pleurer toutes les larmes de mon corps et je vais devenir supporter d'une autre équipe en même temps que les Raptors, puisque forcément, je vais pas arrêter de le suivre. Mais voilà, on choisit une direction et puis les résultats, c'est secondaire, mais je veux voir vraiment des bonnes choses dans le jeu et dans les mentalités, en fait. C'est surtout D'autant plus que j'ajouterais qu'on a pris un coach réputé pour du développement. Donc autant totalement. qu'on lui donne le matériel dont il a besoin et qu'on lui fasse faire ce pourquoi on l'a pris. Ça va Exactement. aussi l'aider à prendre confiance et à se développer dans autre chose plus tard. Mais c'est comme ça aussi que tu crées du lien entre le coaching staff et les joueurs. Exactement. Exactement. Mais je pense que de toute façon, on l'a souligné dès le début de saison, ce problème de direction. Et au final, il a été plus grave que ce qu'on pensait, en fait. C'est vraiment le problème de cette saison des Raptors, en fait. C'est que bah, les joueurs ne sont pas sur la même longueur d'onde parce qu'ils n'ont pas les mêmes attentes. Et le coach ne sait même pas quelles sont les attentes pour la saison, en fait. À la limite, les autres années, on savait avec Masai qui disait win, 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 win. Mais pour la première fois, même le discours de Masai en début d'année n'était pas clair, puisque on ne savait pas qui allait être prolongé. C'était on verra. Mais tu peux pas vivre sur du on verra, en fait. C'est pas possible. Tu as tout dit. J'ai tout dit. Julien, un truc à ajouter? Et non, je suis complètement d'accord. Eh ben, c'est On parfait. part là-dessus. On va Commencer une nouvelle s'arrêter ère. là-dessus. On va
souhaiter une bonne année 2024 à tous les fans des Raptors. Et puis, il faut rappeler que ça reste que du sport, hein. Il y a d'autres choses à côté. On est fans, mais leur vie, elle va pas changer, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, hein, de toute façon. Donc, et nous non plus. Donc, voilà, soyons positifs. On va voir. Il y a des choses qui vont arriver de toute façon. Et puis, comme on dit toujours quand on se quitte, let's go Raptors! Let's go Raptors. Let's go Raptors. Et bonne année 2024 encore à tous. Bonne année à tous. Bonne année. Lowry for three. Bang!